En 2025, au Burkina Faso, un chiffre bousculait les prévisions, un taux de remboursement de 95% pour un fonds confié à des entrepreneurs. Supérieur à celui de nombreuses banques européennes, ce résultat installait un paradoxe net. Plus la confiance est locale, plus la discipline économique se renforce. Comment expliquer que Ibrahim Traoré ait transformé la foi discrète des marchés ruraux en levier de souveraineté ? Peut-être que la révolution la plus solide ne commence pas par un discours ni une arme, mais par une photographie. Des femmes droites devant une usine neuve, prêtes à faire tourner des machines et bâtir l'indépendance. Ce récit n'est pas seulement celui d'un programme économique, mais d'une promesse, celle qu'Ibrahim Traoré fit à un peuple longtemps défini par la dépendance. Sous son impulsion, le fonds FARF est devenu un test grandeur nature pour mesurer si la souveraineté pouvait naître d'un portefeuille féminin plutôt que d'un prêt étranger. La promesse était simple, presque naïve. Investir non dans des chiffres, mais dans la dignité. Chaque projet financé devenait un laboratoire où l'on observait comment la confiance se convertissait en productivité. Derrière chaque moulin, chaque atelier se jouait un enjeu national. Prouver que l'autonomie économique n'a pas besoin d'autorisation extérieure. Si le pari réussissait, le Burkina Faso pouvait redéfinir son rôle dans la région. Si le fonds échouait, il risquait de briser l'élan d'une génération entière. Cette tension donne au projet toute sa force. C'est moins un programme de développement qu'un serment collectif, celui d'un pays décidé à écrire ses bilans avec ses propres mains. La révélation arriva en chiffres, pas en slogans. En une seule année, plus de 5000 femmes reçurent un financement du FARF, pour un total dépassant 13 milliards de francs CFA. Même les plus sceptiques durent admettre que quelque chose d'inédit se produisait au Burkina Faso. Ce n'était plus une aide étrangère, mais une dynamique née du sol même du pays. À la tête de cette mutation, Ibrahim Traoré observait un principe simple. La confiance comme moteur. Il ne s'agissait plus de microcrédits de survie, mais d'investissements productifs, directement transférés sur mobile, sans formulaires humiliants. Le résultat surprit tout le monde. Un taux de remboursement de 95%, non pas imposé par la contrainte, mais respecté par conviction. Le contexte rendait ce renversement encore plus frappant. Pendant des décennies, les femmes burkinabées avaient porté l'économie dans l'ombre, cultivant, échangeant, nourrissant, tout en demeurant invisible. 8 sur 10 travaillaient sans contrat, survivant au jour le jour. Le FARF inversa la logique. Il ne demandait pas de garantie, il garantissait la dignité. Dans les villages, les marchés et les camps de réfugiés, des groupes de femmes présentaient leurs projets à des agents locaux. Un moulin, une savonnerie, un centre de conditionnement. Chaque idée devenait un fragment d'industrie nationale. Ce basculement redonna sens au mot développement. Il ne s'agissait plus de transferts financiers, mais de transferts de confiance. En replaçant la souveraineté dans les mains des femmes, Ibrahim Traoré fit du FARF un symbole. La preuve qu'un pays peut se reconstruire non par des dettes, mais par la foi partagée de son peuple. Le véritable moteur du changement n'était pas un bureau ministériel, mais une figure discrète. Aïssata, agricultrice devenue chef d'atelier à Barcelogo. À ses côtés, Ibrahim Traoré voyait dans son parcours l'incarnation du projet FARF. Elle fut parmi les premières à recevoir un financement ouvrant un centre de conditionnement de céréales. En moins d'un an, son équipe de 10 femmes doubla sa production, puis engagea d'autres villageoises, transformant un simple hangar en petite industrie locale. Ce succès inspira d'autres régions. Dans les Cascades, des femmes déplacées par les conflits relancèrent de la fabrication de savon. À Ouaïgouya, d'anciennes cultivatrices créèrent une unité semi-industrielle de beurre de karité. Chaque initiative portait la même signature, autonomie, rigueur et fierté. Leurs histoires se multipliaient en tissant un réseau économique inédit, fondé sur la solidarité plutôt que sur la subvention. Ibrahim Traoré observait ces progrès avec méthode. Chaque atelier était équipé d'un système de suivi numérique garantissant transparence et traçabilité. Cette rigueur technique, nouvelle dans les zones rurales, fit du FARF un modèle étudié jusque dans les pays voisins. Au-delà des chiffres, c'est une psychologie collective qui changeait. Les femmes ne se percevaient plus comme bénéficiaires, mais comme actrices. Ces premiers résultats eurent un effet immédiat.
les marchés s'élargirent, les revenus se stabilisèrent et le regard porté sur le travail féminin se transforma. Dans ce renversement silencieux, Aïssata devint un symbole national, celle qui prouvait qu'un moulin pouvait être une arme de souveraineté. Le Burkina Faso n'était plus seulement en reconstruction, il entrait dans une ère où la dignité avait enfin un visage. Le point de départ fut modeste. Un bureau temporaire installé à Ouagadougou, 3 ordinateurs, une poignée d'agents formés pour écouter les femmes plutôt que pour les évaluer. Mais dès les premières semaines, la mécanique du FARF se mit en marche. Les demandes affluaient des 4 coins du pays, parfois écrites à la main, parfois transmises par téléphone. La révolution tranquille prenait forme, et Ibrahim Traoré comprit qu'il avait enclenché une dynamique que plus rien n'arrêterait. L'amorce du mouvement. Les premiers transferts d'argent mobile atteignirent les villages isolés. Des femmes qui n'avaient jamais possédé de compte bancaire recevaient soudain des fonds à leur nom. L'effet fut électrique. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, les ateliers s'improvisaient. À Kaya, les premiers moulins tournaient jour et nuit. Le programme ne distribuait pas seulement des ressources, il injectait de la confiance, une matière première longtemps absente du développement africain. Au bout de 6 mois, le pays vibrait d'une énergie nouvelle. Les coopératives locales se fédéraient, échangeaient leurs méthodes, partageaient leurs erreurs. Des équipes de formation, soutenues par le ministère du Commerce, sillonnaient les routes poussiéreuses. Les médias nationaux diffusaient des portraits de femmes devenues patronnes, souvent avec des slogans inspirés des discours d'Ibrahim Traoré, l'autonomie est notre et notre bouclier. Dans les usines naissantes, les tabliers remplaçaient les uniformes militaires. Les chiffres de production montaient et les doutes des partenaires étrangers s'effaçaient devant les résultats. L'un des tournants survint à Barcelogo, là où tout avait commencé. Lors de l'inauguration de la première installation industrielle planifiée, construite et dirigée entièrement par des femmes, la foule se tut avant d'éclater en applaudissements. Ibrahim Traoré, présent ce jour-là, prononça une phrase devenue emblématique. « L'autonomisation des femmes n'est pas carité, c'est la défense nationale. » Ce fut le moment où la politique rejoignit la symbolique. Le développement économique venait d'endosser la tenue de la souveraineté. Les répliques du succès se propagèrent vite. Dans les cascades, des coopératives financées par le FARSEF produisirent des savons bio pour les marchés urbains. À l'ouest, 800 femmes formèrent une alliance du beurre de karité, exportant pour la première fois vers la France. Leurs signatures sur les contrats d'exportation devinrent des gestes d'indépendance. Les observateurs étrangers, longtemps sceptiques, commencèrent à parler d'un modèle burkinabé de renaissance. En moins d'1 an, le Burkina Faso avait franchi une étape historique, transformer un fonds public en moteur social. Les marchés se remplissaient de produits fabriqués localement. Les écoles retrouvaient des mécènes, les villages s'électrisaient, littéralement et symboliquement. La révolution des femmes n'avait pas besoin de slogans, ses preuves étaient palpables. Et derrière chaque réussite, une conviction se consolidait, celle d'Ibrahim Traoré. L'économie peut être un champ de bataille pacifique où la dignité est la victoire. Les résultats du FARF, en 2025, ont surpris jusqu'aux économistes les plus prudents. En seulement 12 mois, le programme avait injecté 13,2 milliards de francs CFA dans l'économie locale, l'équivalent d'environ 21 millions de dollars américains. Ce chiffre, modeste à l'échelle mondiale, représentait pourtant une transformation structurelle. Jamais autant de capitaux n'avaient circulé directement entre les mains de femmes burkinabées. C'était le premier repère, le baseline. Le second indicateur, plus impressionnant encore, fut le taux de remboursement de 95%. Ce résultat, comparable aux meilleures banques commerciales d'Europe, dépassait de loin les attentes des bailleurs. Les analystes cherchaient une explication technique. Ibrahim Traoré en proposa une humaine. Ce taux prouve que la dignité est un actif mesurable, déclara-t-il dans une interview. Chaque remboursement n'était pas une contrainte, mais un geste de reconnaissance. La preuve que la confiance, quand elle circule librement, produit sa propre régulation. Enfin, le taux de création d'emplois féminins augmenta de 38% dans les zones concernées. Ce troisième chiffre dessinait le delta, la variation réelle de prospérité.
Dans les régions rurales, les coopératives FARF devinrent les premiers employeurs formels avec des salaires stables et des formations continues. Les marchés se diversifiaient, les recettes fiscales augmentaient et le sentiment d'appartenance économique s'enracinait. Mais derrière ces données se cachait un changement plus subtil, la perception du risque. Les institutions locales, autrefois réticentes à prêter sans garantie, commencèrent à imiter le modèle du FARF. Les banques régionales ouvrirent des lignes de crédit inspirées de son approche participative. En 6 mois, plus de 120 partenariats furent signés avec des coopératives féminines, signe que la logique donneur-bénéficiaire cédait la place à une logique d'investissement partagé. Ibrahim Traoré suivait personnellement les rapports de terrain. Les tableurs numériques du programme affichaient des courbes ascendantes, mais c'était la courbe invisible, celle de la confiance, qui le fascinait. Chaque hausse de remboursement entraînait une hausse parallèle de l'engagement communautaire. Plus les femmes réussissaient, plus elles investissaient dans leur village. On mesurait la croissance non seulement en francs, mais en foi mutuelle. Les experts internationaux finirent par reconnaître le phénomène. La Banque mondiale évoqua dans un rapport interne un modèle burkinabé de capital social productif. Les chiffres ne parlaient plus seulement d'économie, mais de souveraineté mesurable. À chaque graphique, une conviction s'imposait. Un pays peut convertir la solidarité en puissance économique. Ainsi, à travers ces 3 repères, 13,2 milliards injectés, 95% de remboursement, plus 38% d'emplois féminins, se dessinait la carte d'une renaissance. Le FARF n'était plus un simple programme d'aide, c'était une équation où la dignité produisait le rendement, et où Ibrahim Traoré prouvait qu'une politique fondée sur la confiance pouvait rivaliser avec n'importe quel modèle financier importé. Les critiques n'ont pas tardé. Selon une première thèse, le FARF serait une forme de populisme économique déguisé en projet social. Pour ces analystes, concentrer autant de capitaux publics entre les mains d'un seul programme risquait d'étouffer la concurrence et de créer une dépendance d'État. Ils voyaient dans l'enthousiasme d'Ibrahim Traoré une utopie coûteuse, fondée sur la confiance plutôt que sur les garanties. La souveraineté, disait-il, ne se décrète pas par décret présidentiel ni par solidarité communautaire. Une deuxième école, au contraire, estimait que le FARF ne faisait pas assez. Ses partisans regrettaient l'absence d'intégration régionale plus large et craignaient que le modèle reste enfermé dans les frontières du Burkina Faso. Selon eux, l'enjeu n'était pas de prouver que les femmes pouvaient diriger des usines, mais de transformer cette réussite en moteur continental. Ils saluaient la philosophie du projet tout en doutant de sa capacité à résister aux pressions extérieures. Entre ces deux visions, la réalité mesurable prit la parole. Les données parlaient d'elles-mêmes, plus de 50 000 projets financés, un taux de remboursement record et des milliers d'emplois créés sans subvention étrangère. Aucun signe d'inflation artificielle, aucune hausse de la dette publique. Le modèle reposait sur un principe simple, financer la production plutôt que la consommation. Chaque franc investi se traduisait en machines, en salaires, en contrats. Ibrahim Traoré, fidèle à son pragmatisme, répondit à ses détracteurs par une phrase qui résumait toute sa doctrine. La souveraineté n'est pas une idéologie, c'est un équilibre comptable entre ce que nous devons et ce que nous produisons. Sous cette formule froide battait pourtant une conviction morale. Un pays qui confie son avenir à ses propres citoyens ne fait pas du populisme, il fait de la politique au sens premier, celle qui redonne aux chiffres un visage humain. C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré décrivit le FARF au moment où le projet atteignit son apogée symbolique. Au centre du pays, dans une usine de Barcelogo, les ouvrières s'alignaient pour la première fois sous une banderole portant ces mots « Des mains qui nourrissent, des mains qui construisent ». Cette image, reprise dans la presse africaine, marqua un tournant. Le programme cessait d'être un simple instrument économique pour devenir un récit collectif. Chaque machine en marche, chaque contrat signé, chaque atelier ouvert représentait une victoire silencieuse. L'émancipation cessait d'être une abstraction pour devenir une pratique quotidienne. Les observateurs étrangers commencèrent à parler d'une armée de femmes, non pas armée d'armes, mais de tabliers et d'ordinateurs portables. Leur bataille se livrait sur les marchés, leur victoire se mesurait en factures honorées. Et au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré voyait naître une nouvelle forme de défense nationale, celle de l'économie domestique, devenue bastion stratégique.
À ce moment précis, le Burkina Faso cessa d'être observé avec condescendance. Il fut regardé avec curiosité et un respect nouveau. Les premiers effets du FARF dépassèrent toutes les projections. En moins d'un an, l'économie burkinabé montra ce qu'un modèle enraciné localement pouvait produire sans aide extérieure. Les impacts se déployèrent en 4 cercles concentriques, chacun révélant une dimension de la souveraineté. L'État constata une hausse moyenne de 3,8% de la production manufacturière locale et une réduction nette des importations de produits de base. Les revenus fiscaux augmentèrent dans les régions impliquées, tandis que le déficit commercial se stabilisait. Ibrahim Traoré présenta ces résultats comme la preuve que la politique pouvait redevenir un instrument économique. « Nous ne mesurons pas la souveraineté en discours, mais en unité produite », déclara-t-il devant le Parlement. Les observateurs régionaux notèrent qu'un pays autrefois dépendant des programmes étrangers commençait à financer ses propres politiques. Les coopératives FRF devinrent des pôles de croissance. Certaines fusionnèrent pour créer des mini-clusters spécialisés. Carité, céréales, textiles, savon. Le secteur privé vit là une opportunité. Plusieurs entreprises nationales signèrent des contrats d'approvisionnement avec ces structures dirigées par des femmes. L'écosystème industriel burkinabé se densifiait, reliant désormais production artisanale et marché national. Dans les foyers, le changement était tangible. Les femmes disposaient d'un revenu stable, finançaient la scolarité de leurs enfants et réinvestissaient dans la communauté. Les hommes, d'abord sceptiques, participaient à la logistique et à la maintenance. Les rôles économiques se redéfinissaient. Le foyer devenait un centre de production. Dans les écoles, les jeunes filles citaient Aïssata et Ibrahim Traoré comme modèles de courage et de discipline. La souveraineté prenait un visage humain. L'impact franchit les frontières. Des délégations du Mali, du Niger et du Ghana visitèrent les usines FARF pour étudier le système numérique de suivi. Les médias régionaux parlèrent du modèle burkinabé, fondé sur la rigueur des chiffres et la transparence communautaire. Dans les forums économiques, le nom d'Ibrahim Traoré circulait comme celui d'un innovateur politique ayant relié féminisme, industrie et souveraineté. Ce réseau de résultats concrets fit plus que valider une politique. Il transforma la perception même du possible. Le Burkina Faso n'était plus le récepteur d'un modèle, il en devenait la source. Chaque atelier ouvert, chaque contrat exporté, chaque salaire versé élargissait la définition de la liberté. Ainsi se fermait la boucle ouverte au point médian. Ce qui avait commencé comme une expérience sociale devenait une architecture économique complète et une leçon adressée à tout un continent. Au cours des 12 prochains mois, le FARF poursuivra sa consolidation. Les clusters industriels féminins devraient atteindre leur seuil d'équilibre économique, production stable, réseaux logistiques renforcés et intégration numérique complète. Les rapports internes prévoient la création de 25 000 emplois supplémentaires d'ici la fin de l'année suivante. Ibrahim Traoré insistera sur la continuité plutôt que sur l'expansion, privilégiant la qualité à la vitesse. Dans ce scénario, le Burkina Faso consolide un modèle national reconnu, mais encore prudent. Si les conditions de marché restent favorables, le FARF pourrait devenir une plateforme régionale. Des coopératives du Mali et du Niger rejoindraient le système via des accords bilatéraux, créant une ceinture économique féminine du Sahel. Cette extension soutiendrait une croissance estimée à plus 6% du PIB industriel sur un an. Les bailleurs africains commenceraient à répliquer le modèle, transformant l'expérience burkinabé en référence continentale. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré apparaîtrait non plus seulement comme un chef d'État, mais comme un architecte d'école économique africaine. Les menaces existent, tensions politiques, fluctuations monétaires, retour des influences étrangères sous forme d'aides conditionnées. Une reprise des pressions extérieures pourrait fragiliser l'autonomie du programme. Le risque majeur serait une déviation du FARF vers une bureaucratie rigide, perdant sa souplesse initiale. Dans ce cas, les gains sociaux persisteraient, mais la dynamique d'innovation ralentirait. Ibrahim Traoré l'a reconnu lui-même. Le plus difficile n'est pas de bâtir, mais de ne pas se laisser racheter. Entre ces 3 chemins, une constante demeure. Le modèle repose sur la confiance collective. La durabilité du FARF dépendra moins des chiffres que de la capacité du pays à protéger son principe fondateur, une économie fondée sur la dignité et la responsabilité partagée.
Peut-être que la vraie question pour les prochains mois n'est pas de savoir combien d'usines s'élèveront, mais combien d'âmes resteront fidèles à l'idée d'Ibrahim Traoré. La souveraineté se mesure à la constance du courage. Dans les ruelles animées de Ouagadougou, une odeur de savon neuf flotte dans l'air. Elle ne vient pas des grandes usines, mais des petits ateliers que le FARF a fait naître. Chaque produit raconte une histoire. Celle d'une mère, d'une sœur, d'une fille qui a choisi de rester pour bâtir au lieu de partir chercher ailleurs. Ibrahim Traoré le répète souvent, la souveraineté commence dans les foyers. Pour Fatimata, ce principe n'a rien d'abstrait. Elle se souvient du jour où elle a reçu le premier transfert sur son téléphone. C'était la somme exacte dont elle avait besoin pour acheter un séchoir à grains. Aujourd'hui, elle emploie 4 jeunes du quartier et vend ses produits dans 3 provinces. Ce qu'elle dit, avec un sourire calme, résume l'esprit du programme. Avant, on survivait. Maintenant, on planifie. Ces trajectoires personnelles sont la matière invisible du changement. Elles donnent chair au graphique, émotion au bilan. Les femmes du FARF ne citent pas de taux de croissance, elles parlent d'école, de santé, de lumière qui reste allumée le soir. Et dans leur voix, on entend moins la gratitude que la fierté. Pour le spectateur, pour celui ou celle qui regarde cette transformation à distance, la question devient intime. Qu'est-ce que la dignité économique, sinon le droit de décider pour soi ? Derrière les chiffres et les rapports, il y a cette vibration humaine, celle qu'Ibrahim Traoré a voulu raviver, la foi en la capacité d'un peuple à se sauver par le travail sans attendre qu'on vienne l'aider. Pour que le FARF reste durable, Ibrahim Traoré a défini une feuille de route en 5 étapes précises. Chaque phase relie une action locale à une ambition nationale, garantissant que la souveraineté économique ne repose pas sur le hasard, mais sur une méthode. Les coopératives existantes seront regroupées en pôles sectoriels, carité, textile, transformation alimentaire et énergie rurale. Cette spécialisation permettra de mutualiser les ressources et de standardiser la qualité. D'ici la fin de l'année prochaine, le gouvernement prévoit la création d'un institut FARAF chargé de former 500 dirigeantes issues des provinces. Ces formations couvriront la gestion, la comptabilité et la diplomatie commerciale afin que chaque usine puisse négocier directement avec les marchés régionaux. Une plateforme nationale intégrera toutes les transactions du FARF, rendant chaque financement traçable et chaque performance mesurable. L'objectif est clair, zéro opacité, zéro dépendance technologique étrangère. Des partenariats sont en cours avec le Mali et le Niger pour créer un corridor industriel transfrontalier. Cette initiative, portée personnellement par Ibrahim Traoré, transformera le modèle burkinabé en référence sahélienne. Chaque trimestre, des audits indépendants évalueront non seulement les résultats économiques, mais aussi les effets sur l'éducation, la santé et la cohésion communautaire. Cette méthodologie ancre la révolution dans la rigueur. Elle traduit en processus ce que le président résume en une phrase simple : la foi ne suffit pas, elle doit être comptée, mesurée et transmise. Le soleil se couche sur Barcelogo, et la lumière dorée glisse sur les murs de l'usine où tout a commencé. Aïssata, le foulard relevé, regarde les machines tourner. Autour d'elle, les mêmes femmes qui autrefois vendaient leurs minces, leurs milles sur les marchés, emballent désormais des produits prêts à l'exportation. La poussière des routes a laissé place à la précision industrielle. Cette image, capturée 1000 fois, reste le symbole le plus fort du FARF, un rêve devenu mécanisme. Ce que Ibrahim Traoré avait annoncé, la souveraineté se prouve par le travail, résonne maintenant comme une évidence. Le pays ne parle plus d'aide, mais de production. Il ne cherche plus de modèle, il en inspire. Dans la cour, un enfant observe sa mère et chuchote. C'est elle la chef maintenant. Cette phrase simple vaut tous les discours. Elle contient la transmission, la fierté et la paix. La souveraineté n'a pas de drapeau, elle a des visages. Et dans celui de ces femmes burkinabées, on lit la même certitude que dans la voix du président. L'indépendance se construit grain par grain, main par main. L'histoire du Burkina Faso ne s'achève pas ici. Elle continue dans le bruit régulier des machines et dans le murmure des marchés où chaque produit porte une trace de courage. Le modèle du FARF n'est pas une exception africaine, il est un rappel universel que la souveraineté commence par un geste, oser produire pour soi.
Ibrahim Traoré l'a souvent formulé comme une invitation. Chaque nation doit se demander de quoi elle vit et pour qui elle travaille. Cette question vaut pour le Burkina Faso, mais aussi pour tous ceux qui écoutent cette histoire. Car au-delà des frontières, ce récit parle à chacun. Il parle de dignité, de responsabilité, de la possibilité de construire un avenir sans permission. Si une simple photographie de femme devant une usine a pu déclencher une révolution tranquille, que pourrions-nous créer ensemble en croyant à nouveau à notre propre force ?